Burundi, les tensions restent vives depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé son intention de briguer un troisième mandat en avril 2015, en contravention de la Constitution selon plusieurs. Sa réélection en juillet 2015 n'a pas apaisé les tensions, bien au contraire. Jusqu'à présent, les violences ont fait plus de 400 morts et, avec elles, la crainte d'un autre génocide dans cette région qui en a déjà connu a fait fuir au moins 220 000 personnes. L'Union africaine a récemment voulu y envoyer une force de maintien de la paix, mais le président burundais s'y oppose farouchement. Alors, on va tenter d'y voir plus clair sur ce qui se passe au Burundi avec deux spécialistes de la région, Catherine Wittig, qui est doctorante en sciences politiques et membre du Cerium. Bonjour. Bonjour. Et Cédric Jourde, qui est professeur de sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous. Catherine, je commence avec vous. Après 8 mois, pourquoi les tensions persistent-elles? On sait que la crise a été amorcée, enfin, a commencé avec l'intention du président de briguer un troisième mandat. Ça a mis le feu aux poudres, mais 8 mois plus tard, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font durer cette crise-là? C'est vrai que la cause immédiate, c'était la décision du président Pierre Nkurunziza de se présenter pour un troisième mandat. Suite à cette annonce, il y a des manifestations qui ont commencé. Tout d'abord, c'était des manifestations pacifiques, mais ils ont tourné violentes très vite à cause d'une répression du régime en place. Les manifestants demandaient le départ de Nkurunziza, mais quand j'étais au Burundi, je trouvais que leur revendication était quand même beaucoup plus forte et beaucoup plus large. C'était surtout des jeunes qui ont manifesté et qui voudraient aussi des revendications, des perspectives politiques contre un régime qui, selon eux, pendant 10 ans, n'ont pas apporté les dividendes de la paix qu'ils espéraient. Oui, parce qu'il y a eu une guerre civile pendant longtemps au Burundi qui s'est résolue au milieu des années 2000 à peu près. Et donc, l'opposition, les gens qui sont en place, espéraient quoi, par exemple, des dividendes de la paix? Ça serait quoi, par exemple? Ça serait davantage d'opportunités économiques, de représentation politique? À quoi ça... Ça veut dire, même si la guerre a fini maintenant depuis presque 10 années, le Burundi reste parmi les pays les plus pauvres du monde. Alors, c'est surtout des jeunes qui restent en chômage et qui n'ont pas eu des perspectives qu'ils cherchaient. Certains ont aussi dit ils ont fait face à un régime qui a commis des crimes politiques et économiques. Et il y a des exécutions extrajudiciaires qui se sont passées. Et c'est aussi ça que les manifestations avec lesquelles moi je me suis entretenue ont demandé un changement à ça. Et c'est ça les revendications, c'est ce qui est sur la table présentement et c'est ce qui continue d'animer les tensions. Je pense que les tensions qui animent aujourd'hui, c'est que les manifestations, il y a certains manifestants qui ont pris les armes face à la répression. Ils ont dit qu'ils n'ont pas une autre manière de pouvoir se défendre devant les régimes. Et maintenant, on a des groupes armés qui se sont formés d'ici et là et qui attaquent le régime et qui attaquent aussi, qui lancent des grenades en pleine journée. Alors, on risque de déborder dans une guerre civile si ces tensions persistent. Oui, on va y revenir à ce risque de guerre civile. Cédric, la question de la constitutionnalité d'un troisième mandat dans la région, dans cette région de l'Afrique, c'est une question qui se pose régulièrement. Enfin, c'est quelque chose qui suscite des tensions régulièrement. Absolument. Depuis 1998, on a 15 chefs d'État en Afrique qui ont réussi à changer la Constitution de façon soit à augmenter le nombre de mandats ou de les éliminer complètement. Donc, la tentative réussie de Nkurunziza, en fait, fait écho, si vous voulez, à ce qu'on a vu dans de nombreux autres pays. Un des paradoxes, d'ailleurs, je pense, dans le cas du Burundi, c'est que lorsqu'on a voulu, au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est, développer des pourparlers, des négociations entre les opposants et le président, on a envoyé le président du pays voisin, Museveni, de l'Ouganda, mais qui lui-même a procédé à un changement similaire sur sa propre constitution. Oui, et ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir, non? Donc, depuis 1986, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, donc, en fait, on a là une tendance qui est assez importante en Afrique. On l'a vu récemment au Burkina Faso aussi, où cette fois-ci, l'ancien président Compaoré a été forcé de quitter le pouvoir. Oui, ça n'a pas fonctionné, oui, dans son cas. Et Joseph Kabila, Kabila fils en RDC, est en train d'y songer lui aussi. Donc, si vous voulez,
c'est une dynamique assez commune. Qui, par ailleurs, n'est pas, si vous voulez, représentative de toute l'Afrique. On a vu des États où ça s'est très bien passé, ou le Ghana, où il y a des alternances au pouvoir. Donc, mais effectivement, dans le cas du Burundi, ça suscite la même colère de beaucoup si vous voulez, de segments de la population, comme on l'a vu ailleurs en Afrique. Oui, mais d'ailleurs, dans cette région, ça suscite des tensions particulières et un passé, quand même, où les génocides, le Rwanda voisin a connu, enfin, on connaît le fameux génocide des années 90. Le Burundi en a été aussi le théâtre. Et là, on évoque souvent le risque de génocide. Mais c'est un mot lourd de sens. Est-ce qu'on exagère le risque de génocide ou si c'est bien réel comme risque? Oui, je pense que c'est très important. Comme vous le dites, c'est un mot très lourd qui provoque beaucoup de sentiments, surtout dans une région comme la région des Grands Lacs où il y a eu plusieurs génocides, au Burundi et au Rwanda. Alors, c'est un mot vraiment très, très difficile. Et je pense que ce qu'on voit au Burundi, c'est que c'est à la fois l'opposition et le gouvernement qui ont joué avec ce mot et aussi en fin de l'instrumentaliser pour leur propre fin. Alors, par exemple, l'opposition, je pense, a provoqué l'idée d'un possible génocide, peut-être aussi dans l'espoir de pouvoir forcer une intervention internationale pour faire fin au régime actuel. Et aussi, le gouvernement, de son côté, a aussi évoqué, a aussi utilisé la langue ethnique et la carte ethnique pour pouvoir peut-être aussi mobiliser ses partisans qui sont traditionnellement Hutus. Alors, je pense que les deux côtés jouent vraiment avec le feu. Et une fois qu'on commence cette manipulation, on ne sait jamais comment ça pourrait se finir. Mais est-ce qu'on voit déjà des mobilisations selon les lignes ethniques entre Hutus, Tutsis au Burundi? Est-ce que c'est déjà une réalité? Je pense que c'est important de souligner que la crise a vraiment commencé comme une crise politique. Il y avait tous les couches de la population, les Hutus, les Tutsis, les Twa qui se sont mobilisés pendant les manifestations. Mais je pense que cette question ethnique est surtout survenue avec des attaques sur des camps militaires en décembre. Tout récemment, là. Tout récemment, où ensuite le gouvernement a fait une répression dans les quartiers dits contestataires. Et il semble que la majorité des victimes ont été des Tutsis, mais il est extrêmement difficile de savoir pourquoi ils ont été victimes. Est-ce que c'était parce qu'ils faisaient partie des attaques des camps militaires ou est-ce qu'ils étaient juste dans les quartiers au moment où la répression a eu lieu? Parce qu'ils étaient manifestants, c'est vraiment très compliqué, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a au Burundi une manque d'informations, parce que suite au coup d'État un coup d'État échoué, qui avait aussi lieu pendant la crise, on n'a plus beaucoup de médias indépendants. Alors, c'est extrêmement difficile de voir clair dans tout ça. Est-ce que je peux juste là-dessus peut-être aussi dire souvent qu'il y a ma compréhension de la situation, il y a aussi des luttes, si vous voulez, au sein même du régime qui ne sont pas ethniques elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des élites au pouvoir qui étaient Hutus des deux côtés et qui si vous voulez, qui tentent de s'éliminer les uns les autres. Donc, l'ethnicité n'est pas le seul facteur. Je pense que le coup d'État, si je ne me trompe pas, le général qui va le tenter, et lui-même Hutu, était le premier Hutu chef d'état-major. Niyombare. Donc, a priori, l'ethnicité n'est pas la seule clé, mais elle peut, comme le dit très bien Catherine, être instrumentalisée. Et une fois qu'on a lancé ça, après, on ne sait pas où ça s'arrête. Où est-ce que ça peut aller. Il y a toute la question de l'intervention extérieure. L'Union africaine, déjà mi-décembre, avait signalé son intention d'envoyer une force de maintien de la paix. Et là, lors du dernier sommet, Pierre Nkurunziza s'est farouchement opposé à une force de maintien de la paix africaine. Donc, et l'Union africaine a respecté cette volonté-là. Donc, j'aimerais d'abord savoir, de la part du président Nkurunziza, quelles sont les raisons pour refuser une force de maintien de la paix africaine? Selon le gouvernement, ils disent qu'ils ont en fait sous contrôle la sécurité dans le pays. Selon eux, 98% du territoire est en fait en sécurité et c'est juste certains quartiers qui se sont opposés. De la capitale, oui. Voilà, de la capitale. Alors selon eux, il n'y a pas nécessité d'envoyer une force
de stabilisation comme voudrait le faire l'Union africaine. Est-ce qu'il y a d'autres motifs qui pourraient être suspectés, comme par exemple, on disait qu'il était lui-même, Pierre Nkurunziza, absent du sommet de l'Union africaine parce qu'il n'osait pas quitter Bujumbura de peur de subir un autre coup d'État ou de se faire voler sa place, littéralement. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres raisons comme ça, d'ordre un peu paranoïaque, je dirais, qui l'amènent à refuser la présence de forces étrangères sur son territoire? C'est sûr que depuis le coup d'État échoué, c'est quelqu'un normalement qui est allé souvent dans les collines, qui s'est promené beaucoup dans le pays. Et depuis cet événement-là, il n'a plus vraiment quitté le pays et il se déplace avec beaucoup de sécurité. Il y a certainement aussi une certaine paranoïa. Et de plus, il y a aussi la question, est-ce qu'une possible force pourrait vraiment rester neutre ou est-ce qu'elle pourrait être instrumentalisée par les acteurs? Est-ce que leur présence, par exemple, pourrait donner la possibilité aux rebelles de se replier et de se remobiliser? Alors, il y a toutes sortes de raisons qui vont faire en sorte que le gouvernement reste vraiment opposé à cette force. Ils ont même déclaré, si jamais elle serait envoyée sans autorisation du gouvernement burundais, ça serait pour eux une force d'invasion. Oui, bien justement, l'Union africaine, jusqu'à preuve du contraire, respecte la volonté burundaise. C'est un principe de l'Union africaine de respecter la souveraineté nationale comme ça, ou il y a d'autres raisons? C'est en effet un des principes de l'acte constitutif de l'Union africaine, mais il y a aussi un article qui permet normalement de pouvoir intervenir malgré le refus du gouvernement en place. Mais il faut à ce moment-là qu'il y ait une situation grave, qu'on soupçonne un génocide ou des crimes graves contre l'humanité, et que les 2/3 des chefs d'État votent en faveur. On n'est évidemment pas du tout allé jusque-là. On aurait pu, mais la volonté politique n'était pas là, ça c'est clair. Donc cette force n'a pas été envoyée. Il est possible aussi de toute façon qu'en plus de l'opposition de nombreux chefs d'État africains à l'envoi d'une telle force, que le manque de moyens financiers logistiques l'explique aussi. C'est-à-dire que cette force peut exister sur papier aujourd'hui, mais beaucoup d'experts pensent que de toute façon, l'Union africaine n'avait pas les moyens d'envoyer rapidement une telle force au Burundi. Déjà que l'Union africaine est déployée sur d'autres théâtres un peu partout en Afrique également. Mais ça soulève la question des acteurs régionaux, enfin des acteurs au sein de l'Afrique vis-à-vis du Burundi. Est-ce que le Burundi est isolé diplomatiquement sur le territoire, enfin sur le continent africain ou au sein de l'Union africaine, ou est-ce qu'il compte plusieurs alliés? C'est quoi la dynamique diplomatique du Burundi? Je pense que le non-vote sur la possibilité d'envoyer une mission de stabilisation montre bien que le régime n'est pas isolé, mais il a des alliés. Il y a des gens aussi qui l'ont aidé en fait à refuser cette force. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de dynamiques régionales qui sont en train de se jouer. Ils ont des alliés importants, comme par exemple la Tanzanie. Mais il y a aussi des tensions énormes dans la région qui sont en train de monter, surtout entre le Rwanda et le Burundi. C'est quelque chose qui pourrait être très dangereux pour la région. Le groupe d'experts de l'ONU vient juste de sortir un rapport selon lequel le Rwanda aurait aidé à former des réfugiés burundais pour peut-être potentiellement retourner dans leur pays. Alors là, on voit que les tensions sont en train de monter et ça pourrait engendrer au plus pire une crise régionale. Une crise internationale, vraiment une guerre littéralement entre deux pays, c'est ça? On l'espère pas, mais on voit très bien qu'il y a beaucoup d'interactions entre les pays et ils jouent avec le feu et on ne sait pas comment ça va finir. C'est vrai. Oui, simplement ajouter qu'il y a des États qui appuient en effet le Burundi. L'Afrique du Sud a aussi été, je pense, assez opposée à une forme d'intervention. D'autres étaient en faveur. On entendait peut-être que le Tchad, que le président nigérian aussi aurait été en faveur. Mais donc, il y a à la fois ceux qui appuient et qui s'opposent au Burundi ou à son voisin immédiat, au Rwanda. Et il y a ceux aussi, je pense, qui s'opposent à l'idée même du précédent que cela pourrait créer, c'est-à-dire l'idée que l'Union africaine intervienne dans un État qui contrôle son territoire et qui, en plus, s'y oppose. Le précédent que ça pourrait créer, je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui y pensent et qui préfèrent ne pas qu'on emprunte cette voie, de peur qu'après, ça risque de s'appuyer sur... que ça soit retourné contre eux, exactement. Voilà. Et là, il y a Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui... devrait faire une visite, aller en visite à Bujumbura pour essayer de
trouver une solution. Là, on a parlé de la dynamique de l'Union africaine pour une intervention au Burundi. L'ONU. Comment l'ONU pourrait-elle intervenir? Est-ce qu'elle est soumise aux mêmes contraintes? Est-ce que la dynamique est la même? Qu'est-ce qui permettrait à l'ONU d'intervenir? Est-ce que c'est plausible? Bien, l'ONU, elle fait face un petit peu aux mêmes, si vous voulez, aux mêmes contraintes. Encore une fois, un territoire presque entièrement contrôlé par le gouvernement en place, le gouvernement en place qui s'oppose à une forme d'intervention. Par ailleurs, on sait qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, on a la Russie et la Chine qui sont évidemment, si vous voulez, des forts supporters de la notion de la souveraineté et qui risquent, enfin ce sera à voir, mais qui a priori risquent de s'opposer à ce qu'on envoie des troupes au Burundi en l'état actuel. Donc, si vous voulez, ces dynamiques de rivalité, cette notion de souveraineté, qu'on retrouve au niveau de l'Union africaine, elle se répercute bien évidemment au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU aussi. D'accord. Bien, alors on va continuer évidemment à suivre la situation. Ça reste tendu, on en a parlé amplement. On va continuer à suivre ce qui se passe là-bas. Catherine Wittig, Cédric Jourde, merci beaucoup de nous avoir expliqué la situation au Burundi. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Retrouvez-nous, comme d'habitude, au Canal Savoir, sur le site du Devoir, du Cerium et de l'agence France Presse. Merci, à bientôt.